Ça, c'est un oiseau de Quetzal, et ça, c'est le cri qu'il produit. Et ça, c'est la pyramide de Kukulkan, construite par les Mayas en 1200. Et quand tu frappes des mains à une dizaine de mètres de la face nord de la pyramide, tu peux entendre l'écho de ton clap imiter le chant du Quetzal. Et crois-moi, en 1200, les Mayas n'ont pas utilisé Alexa pour que la lumière de la pyramide s'allume et que la chaîne Hi-Fi diffuse le son du Quetzal quand tu clapes des mains. Ils avaient une vraie connaissance de l'acoustique et de la façon dont on peut l'utiliser pour manipuler le son. Et dans cette vidéo, je te propose qu'on utilise ce phénomène comme support pour découvrir ou revoir ensemble 5 principes de base de l'acoustique. Allez, plongeons dans le son. Salut, c'est le monsieur des micros et sur cette chaîne, je parle avec vous des techniques de son, de musique et de home studio en essayant de rester le plus rationnel et pédagogique possible. Si tu souhaites progresser en enregistrement et en mixage, commence par t'abonner à cette chaîne. En plus d'avoir prévu qu'une catastrophe secourait le monde le 21 décembre 2012 avec la sortie le même jour de Catastrophique de Busta Rhymes, le deuxième album de Salut c'est cool et la comédie musicale Les Misérables, les Mayas avaient aussi pigé les principes de l'acoustique au point de les utiliser lors de la conception de cette pyramide pour imiter le son du Quetzal à partir d'un clap. Pour la petite blague, même si aujourd'hui on comprend dans les grandes lignes les phénomènes qui se produisent devant ce monument, les études acoustiques qui se sont intéressées à modéliser à l'exactitude l'acoustique du lieu n'ont pas réussi à tout expliquer parfaitement. Le but de cette vidéo n'est pas de faire ce que les meilleurs acousticiens du monde n'ont pas fait, mais bien de profiter de l'exemple pour expliquer comment le son est généré et qu'est-ce que c'est physiquement en tant qu'onde, comment il se propage, comment il se réfléchit et se diffracte, ce que sont les fréquences et éventuellement les longueurs d'onde et la façon dont on le perçoit quand il revient. C'est parti pour un voyage acoustique chez les Mayas et on commence par le clap. Qu'est-ce qui se passe et qui va produire le son lorsqu'on clappe des mains? Le mouvement et l'impact entre les deux surfaces de nos mains vont venir perturber les particules d'air qui les entourent. Au repos, ces particules ont une pression égale à la pression atmosphérique et le claquement de main va faire varier cette pression. L'impact va d'abord faire augmenter la pression en déplaçant légèrement les particules d'air. Puis celles-ci vont revenir à leur position d'origine par élasticité et créer une dépression. Il se passe la même chose lorsqu'on gratte une corde de guitare, qu'on frappe sur une peau de tambour ou quand nos cordes vocales vibrent. La plupart des sons ne sont pas le résultat d'un mouvement unique, sinon ça ressemblerait à ça. Ouais, c'était plutôt court. Mais plutôt d'une répétition de ce même mouvement plusieurs fois. Le son ainsi créé ressemble à une suite de pression et dépression de particules qui se propagent dans le milieu. Puisqu'on parle de la propagation, dans notre exemple avec la pyramide Maya, le son va devoir se déplacer depuis les mains du clapeur jusqu'à la pyramide. La façon dont le son se propage dans l'air est très similaire à la façon dont une onde se propage le long d'un ressort. Les spires compressées par l'élément perturbateur poussent les spires suivantes et ainsi de suite. Dans le cas du son, les particules d'air compressées poussent les particules d'air voisines et transmettent ainsi leur mouvement avant de revenir dans leur position d'origine. Dans l'air, les fronts d'ondes sonores se déplacent à la vitesse de 340 mètres par seconde. C'est une grosse moyenne qui varie selon la température de l'air et la pression. Si on revient à notre pyramide, on se est placé à une dizaine de mètres lorsque l'on clappe des mains. Le son ainsi produit va parcourir une dizaine de mètres jusqu'à la marche la plus proche, puis revenir pour un total de 20 mètres parcourus. 20 mètres parcourus à 340 mètres par seconde, ça fait 59 millisecondes. Mais devant cette pyramide, on n'entend pas seulement l'écho de la première marche, mais de chacune d'entre elles. Or, chaque marche est de plus en plus loin, jusqu'à la dernière qui est 24 mètres plus haut et plus loin que la première, pour une distance aller-retour de 83 mètres, soit 185 millisecondes pour effectuer l'aller-retour. Les Mayas ont donc utilisé cette différence de distance parcourue pour créer un écho durant 180 millisecondes à partir d'un clap de quelques millisecondes de long. C'est la différence de temps d'arrivée entre la première réflexion et la dernière. Et là, je viens d'aborder le prochain point qu'on va explorer ensemble, le principe de réflexion. Quand on clappe des mains devant la pyramide de Chichen Itza ou quand on crie en face d'une falaise en montagne, on perçoit des échos. Cela signifie que le son a la capacité de rebondir sur une surface qu'il rencontre. C'est ce qu'on appelle le principe de réflexion et c'est très similaire à la façon dont les lumières se réfléchissent dans un miroir ou rebondissent sur un mur blanc. Lorsque le son rencontre une surface, il se passe 3 choses. Une partie du son est transmise à travers la surface, une partie du son est absorbée par la surface et une partie est réfléchie. Lorsque le front d'onde est réfléchi contre
contre un mur, il repart dans la direction opposée en conservant sa vitesse. Son amplitude réfléchie va, quant à elle, dépendre de la quantité d'énergie transmise et absorbée par le mur. Mais ça, c'est un concept qu'on verra un peu plus en détail dans une deuxième vidéo qui aborde l'acoustique des salles. Dans le cas de notre pyramide Maya, lorsque le clap rencontre le fond des marches à la hauteur du clapeur, le son revient directement à son oreille par le processus de réflexion tel qu'on vient de le décrire. Mais qu'en est-il pour les réflexions des marches un peu plus hautes? Parce que si on comprend que le son qui est émis et réfléchi à la même hauteur revienne vers le clapeur, comment expliquer qu'un peu plus haut, quand le son réfléchi est censé partir vers le ciel, revient quand même vers le clapeur? C'est la loi de Snell-Descartes qui décrit le phénomène et nous explique que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence mais symétrique par rapport au plan tangent au point d'incidence. C'est une grosse phrase bien compliquée pour dire que si le son arrive à 45 degrés sur un mur, il repart à 45 degrés dans l'autre sens. Et ça, dans le cas de notre pyramide, ça lève des questions. Il y a deux phénomènes supplémentaires qui interviennent, la diffusion et la diffraction. La diffusion, c'est une caractéristique de la surface de réflexion. Lorsque la surface de réflexion est parfaitement lisse et qu'elle réfléchit toutes les ondes dans la même direction, on dit que les réflexions sont spéculaires, c'est-à-dire identiques à l'onde incidente. Avec la lumière, c'est ce qui se passe avec un miroir. Celui-ci te renvoie une image réfléchie qui est propre et qui est exactement celle qui arrive dedans, c'est ce qu'on appelle une image spéculaire. Mais imaginons maintenant que notre miroir ne soit pas lisse. Il s'agirait alors par exemple d'un verre dépoli. L'image ne serait plus nette et spéculaire, mais floue et diffuse. Et ça, ce serait dû au fait que le verre dépoli réfléchit la lumière dans de multiples directions. Les escaliers de Chichén Itzá ne sont pas une surface lisse, et c'est la raison pour laquelle même les sons qui arrivent avec une grande incidence en haut des escaliers sont tout de même réfléchis vers le clapeur. Un deuxième phénomène vient renforcer la réflexion vers le clapeur, c'est la diffraction. La diffraction, c'est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une ouverture, que le bord de l'obstacle ou l'ouverture se comporte comme une nouvelle source sonore omnidirectionnelle. Sur les escaliers de Chichén Itzá, chaque rebord de marche se comporte comme un obstacle pour le son du clap. En rencontrant chaque marche, le son du clap est diffracté sur toute la surface du fond de la marche malgré l'angle d'incidence. Lors de la réflexion, il est renvoyé dans toutes les directions et re-rencontre le rebord de la marche qui le rediffracte. Il renvoie une partie de la réflexion vers le clapeur, affichant alors un visage à l'air très étonné, tel un animal surpris par le phénomène qu'il peine à expliquer, malgré les 200 millions d'années d'évolution qui ont conduit son cerveau à atteindre les 1400 grammes et 11 milliards 500 millions de neurones corticaux pour faire des vidéos à la con sur YouTube et tuner des tracteurs pour faire des burns avec. Bon ok, si on revient à notre vidéo, on a expliqué comment notre clap produit son son grâce à la vitesse du son et à la distance à parcourir. On a expliqué pourquoi l'écho de la pyramide durait 1/5 de seconde au lieu d'être juste un clap. Et grâce au principe de réflexion et de diffraction, on a expliqué pourquoi on entendait un écho et pourquoi on entendait celui de chaque marche. Maintenant, il reste un dernier petit détail. Quand tu écoutes le son du quetzal et l'écho produit par la pyramide, tu te rends compte qu'il y a un sweep des aigus vers les graves, c'est-à-dire que le bruit glisse très rapidement des aigus vers les graves pendant le temps du cri de l'oiseau. Or, si ce que nous renvoie la pyramide est censé être une suite de claps très rapide et identiques, ils devraient tous être aussi aigus ou aussi graves les uns que les autres. Du coup, ça devrait ressembler à ça. Pour expliquer ça, on va devoir parler de la fréquence et de la longueur d'onde. Quand on a parlé de la génération du son tout à l'heure, j'ai dit que la plupart des sons étaient le résultat d'un mouvement répété. Les pressions et dépressions d'air se répètent autant de fois que le mouvement perturbateur se répète, et la vitesse de ces répétitions, c'est-à-dire le nombre de répétitions par seconde, est appelée fréquence et s'exprime en Hertz. Thanks, Captain Obvious. Plus le mouvement est lent, par exemple 100 fois par seconde, plus la fréquence est basse, 100 Hz, et plus le son produit est grave. Plus la fréquence est élevée, par exemple 2000 Hz, plus la fréquence est haute et plus le son est aigu. Si un son est composé d'une seule fréquence, on dit que c'est un son simple. Sa représentation est sinusoïdale et à l'écoute, ça donne ça. Mais la majorité des sons qu'on entend sont composés de plusieurs fréquences. Ce sont des sons complexes et leur représentation ressemble à ce qu'on connaît plus ou moins des formes d'ondes. On appelle alors spectre audio l'ensemble des fréquences qui composent un son. Lorsqu'on analyse le son d'un clap de main, on se rend compte qu'il est constitué de plein de fréquences différentes. Par contre, lorsqu'on analyse l'écho renvoyé par la pyramide, on se rend compte que le spectre est très différent du clap et que sa fréquence diminue avec le temps. Alors comment est-ce que la pyramide modifie la fréquence et le timbre du clap? Pour répondre à cette question, il faut que je fasse un dernier détour par un nouveau concept, la psychoacoustique.
La psychoacoustique, c'est la façon dont notre cerveau perçoit les sons. Alors c'est une science hyper complexe et profonde, ici on va faire qu'effleurer certains concepts pour expliquer ce qu'on entend à Chichén Itzá. Tu sais sûrement déjà que le son est capté par ton oreille qui utilise le tympan ainsi que de multiples os et organes afin de transformer le signal acoustique en signal électrique nerveux. Ce signal est transmis par le nerf auditif jusqu'aux aires auditives du cerveau et c'est encore cette boule de gras survoltée qui va faire le taf d'interprétation. Et là, ton cerveau il est capable de comprendre plein de choses. L'amplitude des sons qui lui parviennent, c'est-à-dire les volumes, leur fréquence, leur durée ou encore leur direction grâce à l'analyse différentielle entre les deux oreilles. Mais comme avec beaucoup d'autres sens, il y a aussi des loupés d'interprétation, des limites, des illusions auditives. Celle à laquelle on va s'intéresser, c'est la capacité de discrimination temporelle des sons, c'est-à-dire la capacité de ton cerveau à comprendre que deux sons émis de façon très rapprochée dans le temps sont effectivement deux sons distincts. Si on produit des impulsions à 1 seconde d'écart, tu les différencies très bien. Par contre, si on commence à réduire l'intervalle entre les deux répétitions, au bout d'un moment, tu ne perçois plus plusieurs sons, mais un unique son qui a une certaine fréquence. L'intervalle minimum que ton cerveau arrive à discriminer dépend de son entraînement à l'écoute. Il peut varier de 5 à 100 millisecondes suivant l'individu. En dessous de ton intervalle minimum, ton cerveau transforme ta perception en son continu dont la fréquence correspond au nombre de répétitions de l'impulsion par seconde. C'est un peu l'équivalent de la persistance rétinienne qui fait qu'on peut faire des films et des dessins animés à partir d'images fixes enchaînées très rapidement. Repartons enfin et définitivement au Mexique. Devant cette pyramide, on a clapé et produit une impulsion sonore qui s'est propagée jusqu'aux marches, s'est diffractée, réfléchie, rediffractée et est revenue vers nous. Sauf qu'elle ne l'a pas fait qu'une fois, elle l'a fait à chaque marche. Et sur la face nord de la pyramide, il y a 92 marches. On a vu que l'écho qui nous revenait était de l'ordre d'1/5 de seconde. Cela signifie que les impulsions sonores qui nous reviennent ont en moyenne un écart de 2,23 millisecondes. C'est trop court pour que notre cerveau interprète ça comme 92 claps différents. Il interprète donc les 92 impulsions comme un seul et unique son. Quant à la fréquence de ce son, on entend qu'elle n'est pas fixe et qu'elle diminue pendant le temps de l'écho. Et la raison derrière tout ça, c'est que plus le son est réfléchi par une marche haute, plus il arrive dessus avec un angle important et donc plus il a de distance à parcourir par rapport au précédent écho. En bas, il doit parcourir 26,3 cm et sur la dernière marche, il doit parcourir 37,2 cm. Cela veut dire que les répétitions de l'écho seront espacées de 0,7 millisecondes en bas jusqu'à 1,1 millisecondes en haut. Et ça, ton cerveau, il l'interprète comme un sweep de fréquence de 1310 Hz à 922 Hz. Et un sweep de fréquence de 1310 à 933 Hz, riche en harmonique grâce au spectre du clap, et qui dure 1/5 de seconde, eh bien ça ressemble exactement au son du cri du Quetzal. Et ça veut dire que si les Mayas avaient inventé l'ascenseur au lieu de faire des escaliers, aujourd'hui, toi, tu n'aurais pas appris comment se génère un son, comment il se propage, comment il se réfléchit et se diffracte, ce à quoi correspond sa fréquence et la façon dont ton cerveau l'interprète. Alors, si tu veux apprendre plein d'autres choses à propos du son ou des techniques de home studio, abonne-toi à cette chaîne. Évidemment, tout ça est très théorique. La prochaine fois qu'on parlera d'acoustique, on retournera dans notre home studio et on étudiera l'acoustique des salles. En attendant, expérimente, sors tes micros et à bientôt.